Chez nous, chez les juges, on a donc Maître Pépé Antoine Lama. Les grandes gueules. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Grassi, bonjour à vos co-chroniqueurs et bonjour à vos millions d'éditeurs. Alors, bienvenue chez les grandes gueules, Maître Pépé Antoine Lama. Le procès des massacres du 28 septembre reprend demain. Après pratiquement 2 semaines, si je ne m'abuse, de boycott parce que vous ne vous entendiez pas sur la question de l'aide juridictionnelle. Qu'est-ce qui a prévalu à ce retour? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les ententes? Écoutez, il faut d'abord louer au passage le bon office de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, qui s'est suffisamment déployé pour apaiser les ardeurs de part et d'autre. Ce qui a prévalu fondamentalement au retour des avocats constitués dans le dossier des événements du 28 septembre, c'est que les droits réclamés par ces avocats ont été reconnus et des dispositions pratiques ont été déjà entreprises pour que ces réclamations soient satisfaites. Il est quand même incongru de reconnaître que les réclamations sont fondées et venir en face dire que nous sommes en train de réclamer quelque chose qui n'est pas dû, et en même temps on prend des dispositions pour le règlement de ces réclamations. Moi je pense qu'il faut à un certain moment donné être cohérent et logique dans ces manières de faire. Quand on décide déjà d'entreprendre des démarches pour satisfaire à ces réclamations et en même temps soutenir que ces réclamations ne sont pas de droit, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et si le garde des Sceaux continue avec cette allure, je pense que sa démarche a toutes les peines d'aboutir. Vous ne pouvez pas vous adresser à des ambassadeurs, à des institutions pour leur demander de vous apporter de l'aide pour satisfaire aux réclamations des avocats et en même temps dire que ces avocats n'en ont pas droit. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître en face la réalité et se donner les mains pour que ce procès continue de plus belle. Bien, Maître, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelles sont les ententes? Qu'est-ce qui a prévalu à la décision de reprendre le procès demain? Quelles sont les promesses en quelque sorte pour que vous puissiez... Est-ce que finalement, il y aura cette aide juridictionnelle? Ou bien l'argent a été payé? Ou bien vous avez déjà aperçu quelque chose? Je vous confirme que la réclamation a été déclarée fondée et des promesses ont été faites pour que nos réclamations soient satisfaites. C'est ce qui a prévalu au retour des avocats demain et à l'audience. Alors, on est autour de 25 millions par avocat, c'est bien cela? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que la réclamation a été déclarée et fondée. Oui, mais c'est pas quelque chose que vous discutez au noir, non? C'est prévu par la loi, donc ça doit être connu de l'opinion. Oui, mais pas les montants. Les montants ne sont... C'est pas très important, voilà, tout ça. Mais ce qui était... Donc il y a eu gain de cause. Oui, mais Maître Lama, moi j'ai appris, Maître Lama, et alors, dites-nous simplement oui ou non, si vous voulez, ou bien simplement vous pouvez utiliser votre tête là-bas, on vous verra, ok? Est-ce qu'il est vrai qu'à un moment donné, puisque ça a chauffé, c'était une question de principe pour vous que le garde des Sceaux reconnaisse que cette aide juridictionnelle-là, il fallait quand même l'apporter aux accusés. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, le garde des Sceaux a même proposé 50 millions par avocat par mois, mais que vous avez refusé ça pour revenir au montant initial? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que le principe de l'aide juridictionnelle a été acquis. Langue de bois. Et ce qui concerne le montant, je me réserve, n'est-ce pas, de me prononcer. Ouais. Mais vous entretenez le flou sur une somme. Fait des promesses. N'oubliez pas que vous avez vos clients. De l'autre côté, beaucoup ne travaillent plus. Donc ça, moi je pense qu'aujourd'hui il faut se frotter les mains, mais si vous avez peur de donner les chiffres, on peut vous comprendre, mais pour une question quand même de clarté, puisque c'est la loi quand même qui prévoyait cela, et on aurait pu quand même avoir une idée du montant. Une idée du montant. Écoutez, vous savez, en réalité, ce que les avocats cherchaient d'abord à obtenir, c'était le principe de l'aide juridictionnelle. Est-ce que les avocats consultés dans ce dossier en avaient le droit?
Oui, le principe, c'est bien, mais vous savez que un jour, observateurs, membres de la société civile se demanderont ce procès nous a coûté combien et vous allez prendre quelque chose. Il faut qu'on sache. Oui, vous êtes des avocats, vous êtes de la société civile. Ils vont être énumérés, Jacques. Les montants qui seront versés aux avocats seront sanctionnés par des reçus et ceux qui seront chargés de gérer ce fonds, bien entendu, devront se munir de tous les documents comptables pour rendre compte. C'est pas tout en main à la place publique. Oui, mais alors, Maître Lama, excusez-nous, hein, parce que on va aller plus loin. Nous apprenons également que même au niveau du tribunal, également que cela fait maintenant 4 mois aussi que les primes ne sont pas payées. Est-ce que vous avez entendu parler de cela? Bon, je ne suis pas dans le secret des greffiers et des magistrats. Je pense qu'ils sont mieux placés pour affirmer ou infirmer cette information. C'est que nous savons, les avocats constitués ont obtenu le principe de l'aide juridictionnelle, raison pour laquelle ils ont décidé de revenir, n'est-ce pas, à l'audience. Voilà. On va revenir avec vous, Maître, si vous le permettez, évidemment, dans la 3e partie de l'émission, pour parler, évidemment, de cette affaire aussi, hein, Fabou et Maître Sané. Vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV, le temps d'une pause. On revient pour la prolongation à 11h. Oui, sur Espace TV également. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur cette chaîne. On va continuer le débat, évidemment, le temps pour le réalisateur de joindre Maître Pépé qui va intervenir hein, dans un instant. On va continuer. Avant d'abord, hein, on nous signale aussi l'alerte. Hein, il va pleuvoir sur Conakry. Ce n'est pas le titre d'un film. Mais parce que c'est des alertes. Hein, voilà. Sincèrement, moi, j'ai pas confiance, pour te dire la vérité. Je dis crash, hein, voilà. On verra bien. C'est les prévisions. Bien, oui, évidemment. Mais quand on nous parle d'alerte et tout ça, Mohamed Mara, tu peux me comprendre. Oui, mais là, c'est pas les sites. Tu sais, souvent, l'erreur que nous, les médias, nous faisons, vous savez, vous avez des sites à l'international qui nous donnent un minimum quand même sur l'évolution du temps. Et souvent, les chroniqueurs météo vont sur ces pages-là. Mais ce qui est fait en dehors de ces grandes tendances mondiales, c'est que dans chaque pays, vous avez des services justement qui ne s'occupent que de ça. C'est ça, eux, pour ils les sont prévisions. dotés. Voilà. Or, en Guinée, je parie presque que les gens ne savent même pas l'adresse de Météo Guinée. Voilà. De Météo Guinée 224, ainsi de suite. Ils ont des groupes WhatsApp, ainsi de suite. Mais là, ils font des études par tranche d'heure, chaque jour. Là, par exemple, j'ai eu tout à l'heure... On va revenir sur le sujet, Mohamed, si tu le permets. Voilà. Mais ce qu'il me dit, c'est très sérieux quand même. Voilà. Allez, on verra bien, hein, Mohamed. Qui vivra, verra, comme on dit. Hein, voilà. Allez, on repart sur le terrain voilà, avec Maître Pépé Antoine Lama. Les grandes gueules. Maître, rebonjour. Bonjour, Girassi. Voilà, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, Maître, sur cette même question, parce qu'avant d'aller avec le cas de Maître Sané, on revient encore sur le cas du 28 septembre. Aujourd'hui, plusieurs interrogations sur l'avenir même de ce procès. Quand on sait qu'au-delà de ce que vous avez demandé comme aide juridictionnelle, il y a également d'autres problèmes qui sont signalés notamment auprès des magistrats et autres. Et même vos clients qui sont en prison ne seraient pas aujourd'hui dans les conditions requises pour se maintenir en prison. Oui, je pense que l'État a pris la responsabilité d'organiser ce procès. Il devra mettre tous les moyens en œuvre pour que ce procès ne soit pas interrompu. Pour de quoi on ne demandera que la remise en liberté de nos clients. On ne pourra pas indéfiniment les retenir en détention au motif que les conditions financières ou matérielles ne sont pas réunies pour que ce procès continue. Si ce sera le cas, cette situation ne pourra pas être imputée à nos clients qui sont d'ailleurs injustement détenus. Mais est-ce que la réalité est telle que vos clients ne sont plus dans les conditions comme au début et qu'aujourd'hui vous avez aussi des soupçons que c'est vrai qu'on a eu la volonté d'aller à ce procès, mais on n'est pas prêt? C'est ça la vérité. Il y a eu une volonté politique affirmée de tenir ce procès. Mais en réalité, la Guinée n'était pas financièrement prête à tenir ce procès, c'est ça la réalité. Et c'est tout à fait dommage parce que on a maintenu aujourd'hui des gens qui bénéficient de la présomption d'innocence qui étaient en liberté, en détention aujourd'hui pour les besoins de ce procès. Et on ne peut pas aujourd'hui tolérer que ce procès ne continue pas
pour des questions de finances et garder injustement les gens en détention. C'est pas possible, c'est pas normal. D'accord. C'est vrai que sur l'aide juridictionnelle, même vous, c'est juste un principe. Ils ont donné leur principe d'accord. C'est pas encore déboursé. Mais est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui le sentiment que le peu que nous avons a été mal orienté, parce que envoyer des gens dans des hôtels 5 étoiles et aussi nous apprenons que au niveau du restaurant, là où se tient le procès, que certains maintenant n'arrivent plus à manger à ce niveau parce que tout simplement l'État ne paye pas la facture. Ouais, sans compter les hôtels, il faut le rappeler. Les hôtels et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le peu que nous avons a été très mal orienté? Oui, je suis d'accord avec vous. On n'avait pas besoin quand même de loger les magistrats et greffiers dans un hôtel 5 étoiles. L'État a des bâtiments ici qu'on pouvait rénover à coût de 1 milliard, 2 milliards et puis loger ces magistrats et greffiers là, au lieu d'aller prendre un hôtel qui va coûter à 75 millions par mois par locataire. Et vous imaginez combien de greffiers, combien de magistrats. 75 millions par mois. 75 millions par mois par magistrat. Eh ben voilà. Vous pouvez vérifier la location au niveau de l'hôtel. C'est plausible, ça se comprend. Ça vous fait 25 millions les 10 jours, soit 2 500 jours. C'est un peu plus de 250 € la nuit. Ça se comprend, hein? On connaît voilà. Sur le loyer journalier à Noum, vous verrez que c'est pas moins de 200 €. Et vous imaginez 200 € multiplié par 30, multiplié par 8, 9 mois, ce que ça veut dire pour tout le personnel qu'on a logé là. Donc pour moi, il y a eu vraiment des dépenses inutiles qui ont été engagées, ce qui fait que ces fonds n'ont pas été utilisés à bon escient. Et je pense qu'il est encore temps, on peut réparer ce tir. On pouvait quand même loger ces magistrats et greffiers dans des appartements meublés ou alors aménager, n'est-ce pas, des bâtiments de l'État où on pouvait les loger. Mais aujourd'hui, rien qu'avec le loyer au niveau de Noum, je peux dire que c'est plus de la moitié des fonds qui étaient destinés à l'organisation de ce procès qui est englouti. Et qui sait même si l'État a encore les moyens de continuer à payer. C'est une grosse interrogation. Alors au niveau de... c'est le bon moment de... Oui. De réfléchir et puis faire des dépenses utiles. Ok, au niveau de la restauration aussi, j'apprends que d'aucun n'arrive même plus à se servir parce que la facture n'est pas payée. Est-ce que vous le confirmez? Bon, je ne suis pas dans le secret des greffiers magistrats pour pouvoir affirmer cette information. Ce que je sais, à un moment, le propriétaire du restaurant avait suspendu la livraison du manger aux détenus et cela avait valu le renvoi sans aucune explication de la cause à un délai un peu plus long. Ouais. Alors, on a écouté Maître Pépé Antoine Lama. Djiba insistait d'ailleurs sur le cas de ces hôtels non payés aujourd'hui. Nous, entre autres, parce que moi j'ai rencontré quelques magistrats là-bas. Ils proposaient même peut-être de rénover des bâtiments, une manière de faire quelque chose que l'État ne puisse pas être aussi un État qui dépense trop. Voilà. Un État assez dépensier et providentiel. Aujourd'hui, on se met la corde autour du cou parce qu'il n'y a pas d'argent par rapport à ce procès. Ça, il faut le rappeler. Vous vous souvenez de la communication de Chalouette devant les partenaires. Je crois qu'il y avait une volonté politique d'aller rapidement vers le procès là, mais sauf que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissement. La réalité nous a rattrapés. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois on a très mal fait les choses. On a très mal orienté les dépenses. Envoyer les gens dans un hôtel 5 étoiles, qui sait si ce procès-là va faire 2 ans et la facture risque d'être salée. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il parle de 75 millions. Mais au-delà de ça, il y a aussi le restaurant. Il y a le restaurant. À un moment donné, même au niveau du tribunal, j'aurais appris que la personne qui servait avait systématiquement arrêté. Donc il y a des factures impayées. Surtout que l'État est mauvais payeur. Mauvais payeur. Aujourd'hui, la facture est très salée. Je pense qu'on aurait pu, à Kaloum, l'état des bâtiments, on aurait pu peut-être les loger à ce niveau, puisque c'est pour une question sécuritaire. Justement. On aurait pu les loger à ce niveau. C'est ce qu'on a évoqué dès le départ. Dès le départ, on aurait pu les loger à ce niveau, où il y a des appartements meublés, où l'État peut faire un partenariat 75 sur une millions période de 75 millions, c'est énorme. Je crois que ça, par personne, par personne, 75 millions par personne par mois. Imaginez, on fait l'addition sur une année, c'est beaucoup d'argent.
Et tenez-vous bien sur la question des magistrats, les perdièmes et les primes. D'autres, c'est 3 mois. Et j'apprends que d'autres, depuis le mois de décembre, n'ont pas perçu ces primes et ces perdièmes. Et ça, il y a un malaise profond qui est là. Si on ne fait pas attention, dans les semaines à venir, les mois à venir, on risque de s'attendre à une suspension, à un débrayage, parce que tout simplement, les moyens qu'on a, on les a mal utilisés. L'hôtel, moi j'ai cherché à rentrer en contact avec l'hôtel, mais bon, c'est des entrepreneurs. Les gens ne veulent pas délier les langues. Mais ce qui est sûr, il y a un problème de paiement parce que beaucoup estiment qu'il n'y aurait pas d'argent aujourd'hui. Voilà. Charles nous a promis, quand il était à l'intérieur du pays, qu'il va nous rejoindre dans cette émission. Demain, on l'attend ici. Demain, la promesse, c'est important quand même qu'il vienne, Madame Hiro. Voilà. Je sais qu'elle va réussir ça parce que c'est important. Le peuple a le droit de savoir. Non mais attendez quand même, sincèrement. On a fait un très très mauvais départ dans cette procédure du procès du stade du 28 septembre parce que il fallait déjà commencer quand même. Hein. Oui, on va pas faire commencer. Noir. Voilà. On attendait ce procès là quand même. Le Guinée est bizarre, hein, sincèrement. Je dis on a fait un mauvais départ. On a peut-être sous-estimé le délai. On a sous-estimé le délai peut-être, parce que si on a engagé de grosses dépenses, parce qu'on a estimé que... On sait toujours que ça prend du temps. Évidemment, toujours. Ça prend du temps. On ne peut pas dire, par exemple, ça a déjà pris beaucoup de temps. Ça a déjà pris beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on sait jusqu'à quand ça va encore se tenir? On ne saura jamais jusqu'à quand ça va se tenir. Alors, c'est effectivement à ce niveau, j'ai dit, madame, c'est à ce niveau, j'ai dit qu'on a fait un mauvais départ. Les grandes gueules. Le plus important, c'est d'avoir commencé. Mais on a fait un mauvais départ parce que si on a établi toutes ces poches de dépenses dans cette procédure sans avoir la liquidité parfaite, je me dis que c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce blocage parce que il y a eu le premier blocage, peut-être qu'on reprend et peut-être on va pousser encore jusqu'aux vacances judiciaires. Et qu'est-ce que ça va donner après les vacances judiciaires? C'est une autre question qui se pose. C'est vrai, il fallait commencer. Mais il fallait commencer avec la meilleure procédure qui permette de tenir avec les dépenses jusqu'à la fin. Bien. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, c'est bien d'avoir commencé, mais il fallait juste qu'on se mette à notre niveau. On n'était pas obligé de provoquer des dépenses comme ça exceptionnelles. Les magistrats déjà... Certes, il y a une volonté politique, mais je comprends très bien. En fait, s'il n'y a pas de prévision à dire combien ça peut coûter ce procès, gros point d'interrogation, je ne sais pas parce que... Il y a un travail qui avait été justement, fait, avec... il y avait un comité... Maître Sako, à l'époque. Il y avait un comité qui avait été mis en place. Et qui avait fait une estimation à l'époque. 75 milliards à peu près. 75 milliards d'euros, quelque chose comme ça. D'euros? Non, de francs guinéens. Oh, Jacques. 75 milliards de francs guinéens. Ben oui. De francs guinéens. 75 milliars de francs guinéens. Avec des partitions de l'État, je crois, de l'Union européenne, des partenaires au développement et tout ça. 75 milliards. 75 milliards de francs guinéens, moi je trouve que le montant il est dérisoire en fonction de la façon dont on a engagé tout ce qu'on a engagé. Loger les magistrats à Kaloum dans des hôtels 200 euros par jour, 115 millions cher, par mois par magistrat. Moi je pense que ça on n'en avait pas besoin parce que les magistrats déjà ils ont un statut particulier. Ils sont les mieux payés, les mieux traités de ceux qui exercent le service public dans notre pays. Le moins payé prendrait autour de 20 millions de francs guinéens. Ça, c'est des jeunes magistrats. Les magistrats d'un certain niveau, c'est 30. Il y en a qui prennent jusqu'à 60 millions de francs guinéens. Comme ceux qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc ils ont déjà un traitement exceptionnel. Tout ce qu'on devrait faire pendant ce procès, c'était de renforcer la sécurité autour d'eux. Soit autour de leurs maisons privées, ou alors on aménageait des maisons d'État, donc des maisons qui appartiennent à l'État. Il est resté à ce niveau-là, on ne paye pas d'argent. Mais là, on est en train de dépenser énormément d'argent. On n'est qu'au début, puisque la phase des auditions n'est même pas encore terminée. Parce qu'il faut terminer la phase des auditions. Peut-être que les avocats demanderont les preuves, on entrera dans ça. On va entrer dans la phase d'expertise. De transport judiciaire. Transport judiciaire s'il faut. C'est pour des années qu'on s'engage. C'est chaud. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, le ministère va se dire... c'est moi qui vous avais logé, je vous avais mis dans des conditions constatatoires, mais on ne peut plus. Vous devez sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers ça? Ou alors on va continuer à supporter ça?
Parce que c'est quand même salé. Nous sommes comment après le 9 mois de procès, là, Madame Yoro. Quand j'ai pris seulement sur la base de ce que je vois devant moi à chaque audience, c'est quand même plus de 10 personnes qu'on appelle magistrats là-bas. C'est à peu près 15. Donc, les grandes gueules. Vous avez donc banalement, rien que pour le logement, plus d'un milliard. C'est énorme. Allez-y, madame. Je pense que les questions de justice, les questions de plus de 8 000 € par mois. Les questions de justice, les questions de droits humains, il y a toujours des poches de subventions qui existent, que ce soit ici à l'international. Je pense que le plus important pour nous, c'était d'ouvrir ce procès. Le procès, c'est ouvert. Un bébé, il commence par un pas, il tombe, il se relève, après il devient adulte. Je pense que ce procès, on peut tirer les leçons. Peut-être qu'on a fait un mauvais départ en pensant qu'on pouvait loger les gens quelque part. Si on trouve que on tire les leçons des erreurs qu'on a commises pour pouvoir vendre la bonne image de la Guinée parce qu'on a décidé de le faire. Tenir ce procès, faire en sorte que les auteurs soient jugés et condamnés, faire en sorte que les victimes soient rétablies dans leurs droits, faire en sorte que ces femmes qui ont été victimes de viols à ciel ouvert puissent vraiment bénéficier d'une réparation, c'est quelque chose pour la Guinée. Mais ce n'est pas la mer à boire. C'est quelque chose qui est difficile peut-être, mais je pense qu'il faut aller vers les institutions qu'il faut. Il faut tirer les leçons sur les erreurs de départ qui n'ont pas été, sur les décisions de départ qui n'ont pas été les meilleures et tirer les leçons. On n'a pas besoin, par exemple, de ce qu'on a vécu là, croiser le fer. C'est-à-dire que le ministre de la Justice campe sur sa position, que les avocats campent sur leur position, que les deux parties sachent que c'est la Guinée qui est vue par le monde. Et nous avons vu ce que ça a créé. À travers, vous avez des gens qui s'inspirent, des artistes à travers le monde qui regardent la Guinée. Les yeux sont rivés sur la Guinée. Des procès comme ça sur le continent, il n'y en a pas eu beaucoup. Du tout. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est une première. On parle de plus de 150. Ça, c'est ce qui a été dit officiellement. Il y a des portées disparues. Vous avez des gens qui ne savent toujours pas où se trouvent leurs proches. Vous avez des femmes dont la vie a été détruite complètement. Il y a des femmes qui ont divorcé. Pourquoi ? Parce que les conjoints n'ont jamais compris qu'elles puissent être là. Des vies qui ont été détruites. Je pense que quelquefois, il faut réfléchir, mettre le pays en avant. Les institutions sont prêtes à accompagner des procès de ce genre. On peut commencer, voir qu'il y a des erreurs. Mais il suffit de monter les bons projets. Les institutions sont là pour ça. En matière de droits humains, on ne badine pas avec. Les grandes gueules. Et on trouvera une issue. Oui, forcément. Allez-y, Mohamed. Moi, je crois que ces institutions sont déjà engagées dans cette procédure. Elles sont déjà engagées et il y a des retardements dans le décaissement des fonds. Il peut y avoir du retard dans le décaissement des fonds. Mais quelle valeur la Guinée donne à ce procès-là? La Guinée, c'est un pays quand même qui est riche. On parlait de beaucoup de poches. Vous avez par exemple l'activité qui a été, par exemple le lancement du village numérique. Il y a une synergie d'action entre plusieurs départements pour que ce village numérique-là puisse voir le jour. Est-ce que ce village numérique-là est aussi plus important, par exemple, que le procès du 28 septembre. C'est une synergie d'action qu'on peut mettre en place. Je ne fais pas de comparaison. Mais il ne faut pas de comparaison. Je donne des exemples pour dire Non, pas du tout. Non, je ne fais pas de comparaison juste pour faire pédagogique. Oui, voilà, on fait de la radio, mon petit. Je sais. Bien. Non, mais c'est important. Les grandes gueules. La pédagogie, c'est ma Bien. Il faut faire je voudrais dire, Lamine, c'est que mais on ne peut pas arrêter notre financement pour le procès. Personne n'a dit d'arrêter d'autres financements pour le procès. Est-ce qu'on peut arrêter un financement pour le procès? Non, c'est pas ce qu'elle veut dire. Ça dépend de la priorité qu'on donne à cette activité. Le sens des priorités. Le sens des priorités. Si on pense que on veut, après la transition, qu'on dise que c'est tel, c'est le CNRD qui avait permis qu'il y ait de la lumière sur le procès du 28 septembre, ils vont mettre les moyens qu'il faut. Qu'il y ait de l'accompagnement extérieur ou pas, ils mettront les moyens qu'il faut pour que ce procès puisse aller à son terme. Évidemment. C'est ce que je veux dire. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara, pour clore. Je préfère ne pas établir d'ordre de priorité dans ce domaine-là, parce que au niveau de la justice dans notre pays, certes, les massacres du 28 septembre ont eu, si vous voulez, une marque indélébile sur nos consciences à nous tous. C'est quelque chose on a tous salué, enfin, que l'État guinéen se décide à aller à ce procès. Mais vous vous souviendrez bien que lors du lancement de ce procès, on m'avait demandé ce jour-là, on était parti pour combien de temps? Et je disais simplement que c'est quelque chose, à mon avis, qu'on était parti pour au moins 2 ans là-dessus. Ce sont des procédures longues. Tout va dépendre des avocats et autres. Déjà, ce qui est en train de se passer, les magistrats, parce que vous parlez des magistrats, il n'y a pas que, il y a les greffiers aussi
qui ont aussi des traitements dans cette histoire-là. Alors, c'est quand même un procès dont le coût, globalement, je crois, est aux alentours de 8 millions d'euros. Est-ce que la Guinée a ses moyens? Dès le départ, la Guinée avait dit non, on n'en a pas les moyens. Les partenaires s'y sont engagés. La question est de savoir, est-ce que l'État guinéen a été suffisamment... Mais la Guinée s'était engagée à payer oui, sous Sako, par exemple, l'État s'était engagé à le budget prévisionnel qui était de 76 milliards à peu près. L'État avait dit qu'ils allaient prendre en charge les 77% sur le BND. Maintenant, les États-Unis, l'Union européenne, à l'époque aussi, chacun devait prendre une partie. Je ne sais pas si... À l'état actuel, c'est le même format qui a été retenu. C'est la question là que moi je me pose aujourd'hui. Allez-y, Mohamed. La question est de savoir, est-ce que, je reviens là-dessus, la question est de savoir, est-ce que l'État s'est organisé en conséquence? Je ne sais pas si je suis le plus crédible quand je parle de ce département et de la manière dont les affaires sont conduites, parce que vous allez penser peut-être que c'est de la patience, mais sauf que malheureusement, j'aime pas avoir raison trop tôt sur ce type de situation, parce qu'il s'agit de vies humaines. Et ceux qui sont jugés, qui ne sont pas reconnus encore coupables, donc pour le moment qui sont innocents, qui sont en prison, et ceux-là qu'on dit être victimes, et les vraies victimes sont au dehors, aussi attendent tout ça, les familles aussi qui attendent pour faire leur deuil, tout le monde souffre dans cette histoire. Donc vous voyez, les enjeux quand même sont énormes. Mais encore une fois, quand on fait des décaissements à l'emporte-pièce, deuxièmement, lorsque les lignes ne sont pas suffisamment définies, on vous dit comité de pilotage. Le ministre dit non, mais c'est eux qui décident de tout. Quand vous approchez le comité de pilotage, les gens vous disent là-bas, mais le ministre, il fait comme bon lui semble. Ainsi de suite, il y a des gens qui sont limogés, qui sont suspendus, et ainsi de suite. Vous entendez tout ça, vous dites, mais ce n'est pas surprenant qu'on arrive à un tel résultat. Mais on peut faire mieux. Bien. On peut faire mieux. Moi, je ne comprends pas que pour une question, certes, de sécurité, qu'on me dise que et le traitement peut aller jusqu'aux alentours de 7 000, 8 000 euros par personne le mois. Lamine, c'est une injure dans une telle économie. C'est une injure. Ouais. Les magistrats de la CRIEF, qu'est-ce qu'on a fait? Sachant qu'ils seraient tous sur des dossiers sensibles, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. L'État a trouvé de petits appartements en ville à Kaloum là-bas. On les a logés avec leur famille. Eux et leur famille sont comme ça, bénéficient à la fois de garde rapprochée, donc de sécurité rapprochée. Ils ont tout ça à leur disposition. Pourquoi d'ailleurs on n'a pas laissé ces magistrats carrément dans leur famille et y affecter des militaires? Parce que ce que vous dites là, ça c'est simplement ce que l'hôtel perçoit juste pour les nuitées. Mais vous ne parlez pas de ce qu'ils consomment comme nourriture. Vous ne parlez pas des autres frais, les déplacements, le carburant, l'entretien des véhicules, toute la logistique. Les grands gars. Vous ne parlez pas de toute la production en paperasse. Il y a tout un fonctionnement autour de cette situation-là. Là-dessus, et sans oublier que ces magistrats qui sont quand même exilés dans des hôtels depuis des mois, coupés pratiquement de tout, est-ce que c'était ça aussi ce qu'il fallait faire? Est-ce que psychologiquement sur le long terme, c'est aussi bon même pour ces magistrats et pour ces greffiers qui sont ainsi isolés? Il y a tout un tas de questions. Dès le début, moi j'estimais que ce n'était pas forcément la bonne méthode. Et puis, lorsque vous avez quand même d'autres possibilités, des apparts meublés aujourd'hui, d'accord? Pour moitié prix, on aurait pu avoir de très bons apparts meublés à Kaloum. Ouais. Et l'État n'avait même pas besoin d'envoyer des militaires parce que la sécurité, tout y est. Pour moitié prix au moins. Ouais. Il faut savoir quand même être rationnel par rapport à certaines questions. Gourmand, malheureusement. Par rapport à certaines questions, on vous dira non, la sécurité, c'est le département de la justice qui paye. Au même moment, le haut commandement de la gendarmerie nous dit non, c'est pas vrai. Ce qu'on dit là dans le budget, c'est faux parce que nous, nos agents, c'est nous qui le prenons en charge. Il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir. Et quand les partenaires n'ont pas une visibilité suffisante sur comment vous gérez les fonds, évidemment. Ils ne vous diront pas, mais ils vont créer tout un tas de paperasses pour faire traîner les choses. Ouais. Le monde a intérêt à ce que ces massacres-là soient jugés. Bien. La Guinée a intérêt à ce que ces massacres-là soient jugés. Nous sommes en période de transition. On n'est pas à l'abri tant que les premiers crimes ne sont pas sanctionnés. Vous parlez de Fabou aujourd'hui. Si Fabou avait été poursuivi depuis l'époque où Maître Sané avait porté plainte, ou même maintenant, s'il est poursuivi et qu'il y ait des sanctions, ceux qui sont aux affaires maintenant vont se dire, mais tiens, dans un an, dans 2 ans, ça pourrait être moi. Ouais. Mais parce qu'on ne sanctionne pas. Donc, vous voyez, c'est toute une pédagogie, c'est toute une éducation à donner, à la fois à la Guinée d'aujourd'hui, mais aussi à la Guinée de demain. Ouais. Donc, on ne joue pas avec ça pour des histoires de personnes, un chef quand même de département qui s'en va nier
un droit. Vous vous souvenez de ce débat-là avec lui, ici sur ces mêmes antennes. Tu vas dire, mais non, l'article 293 ne prévoit pas ça, c'est pas juridictionnel ici, c'est pas obligatoire, ainsi de suite. Bien. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Non, il a reculé sur la question, il reconnaît effectivement que c'est le droit de ces gens. Mais ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que cet argent, c'est pas un cadeau aux avocats. En fait, c'est une garantie que les personnes poursuivies vont avoir le droit à un procès équitable. Bien. Et parmi les conditions d'obtention d'un procès équitable, c'est d'être défendu par des avocats de leur choix. Les avocats commis d'office en pareil cas, si l'État le fait, le procès sera même discrédité. Évidemment. Donc, c'est le prix à payer pour que la vérité soit manifestée. Attends qu'on rentre dans la phase des preuves. Chaque preuve va être discutée pendant des jours. Les gens vont demander des expertises et même des contre-expertises. Ça va mettre du temps, tout ça. Voilà, mon cher Mohamed, merci beaucoup. Allez, pour clore, Diba. Oui, pour clore, et il y a quelques jours, le ministre Charouette avait fait une sortie où il disait que 13 milliards auraient été débloqués. Et sur les 13 milliards, il a précisé que le département, pour son budget de 2022, n'avait pas prévu une ligne pour ce procès-là. Maintenant, j'apprends que vous avez 750 agents de sécurité dans ce procès. 750 agents. J'apprends qu'il y a 750 agents qui participent au procès et devraient coûter 419 millions de francs guinéens par semaine à l'État guinéen. Vous avez en plus des frais de carburant réguliers qui s'élèvent à plus de 400 millions de francs guinéens par semaine. Et l'ambassade de l'Autriche aurait donné 100 millions, sans compter qu'ils ont fait une statistique des audiences. On est à 79 audiences à ce jour. 79 audiences. Maintenant, vous multipliez ça par semaine, parce que c'est lundi, mardi, mercredi, c'est autour de 133 millions, ça vous fait. Bien. Donc, vous avez une facture assez salée. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, l'ambassade de France, mais aussi les États-Unis qui avaient promis de participer, est-ce qu'ils ont contribué sur les 13 milliards? C'est la question aujourd'hui que l'on se pose. Voilà, mon cher Diba, véritable dilemme, hein, voilà, il faut le dire. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, comme tous les matins, évidemment, mesdames et messieurs, avec nous, évidemment, nous rejoint Aïssatou Sané, ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ouais. Alors, aujourd'hui également, ça s'est joué entre 3 personnes, notamment Daouda Mohamed, déjà, qui ont eu chacun 2 murs. Et le mur du jour en a pris 3, et c'est Mohamed Mara. Il savait, hein. Pour la seconde. Il a fait, pour la seconde il a fait une prévision, évidemment, de ce côté. Voilà. Allez, Mohamed Mara, mur du jour. Pardon? Je te l'avais dit, Lamine. Oui. En fait, il y a beaucoup d'émotions parfois. La situation de Ratouma, je vous le disais tout à l'heure, c'est pénible d'en parler. Il y a la loi, mais comme je vous l'avais dit, vous vous souvenez, on en discutait avant l'émission. Nous, on a opté pour plus de plaidoyer, comme pour un plaidoyer davantage. Appeler à l'humanité dans le traitement de ce dossier. Ouais. Mais ce que les gens veulent qu'on dise, ce n'est pas ça toujours. Justement, c'est toujours. pas de cette façon. Il y a Voilà. des vies, il y a des familles qui sont en danger là-bas. La question n'est pas, la solution ne serait pas de dire ouais, l'État viole les droits, quand on sait quand même que depuis 2 ans, pratiquement, ou depuis 1 an et demi, on a dit aux gens partez. Il faut avoir un discours assez poli, assez lisse pour. Il faut aller vers une régularisation de cette situation-là et pas vers des bras de fer forcément, quoi. Ouais. Voilà. Semaine nationale du numérique, Madame Hiro, demain on en parlera, hein, dans notre émission évidemment. Les raisons de la non-présence de Orange Guinée, de l'ANCDLI, beaucoup de choses se disent. Demain on reviendra là-dessus. Beaucoup de choses se disent, notamment, peut-être sauf la vérité. Ouais. En tout cas, on a essayé de creuser des deux côtés pour essayer d'écouter, non seulement, de fouiller non seulement du côté d'Orange, la proposition qui a été faite, notamment qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens, pas en cash forcément, mais aussi du côté de du ministère des Postes et Télécommunications. Nous avons essayé également d'entrer en contact non seulement avec le ministre, mais aussi avec ses cadres, pour essayer de comprendre pourquoi Orange, quand même, qui est le leader dans le secteur, n'a pas pu participer, alors que Orange a participé à toutes les éditions précédentes. Demain, nous présenterons chiffres à l'appui, les éléments à l'appui, ce dossier, ce qui s'est passé réellement. Voilà. Allez, Mohamed. Ministère de la Santé, je vous ai entendu parler du dossier vendredi dans la le dernière fois. Parmi les produits livrés au ministère de la Santé, nous apprenons que certains arrivent à expiration au cours de cette même année 2023. Déjà que le marché est réactivé,
sans qu'on ne sache trop comment. Le ministre Rémi Lama est poursuivi. On dit que le marché n'était pas bon. Ouais. Mais curieusement, son successeur réattribue le même marché sans appel d'offres. Il dit non, c'était bon. Il réattribue le marché. Et on nous dit finalement, ce qui a aussi servi ne l'est pas. Au même moment, on apprend et nous venons d'obtenir une copie du fameux contrat programme entre le ministère de la Santé et la pharmacie centrale de Guinée, normalement qui devrait à travers ce contrat programme être la centrale d'achat. Pourquoi le ministère de la Santé ne laisse pas la PCG acheter les produits pour le compte de l'État guinéen? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi le ministère de la Santé continue de négocier directement avec les fournisseurs alors que l'État a une centrale d'achat? Et comment ça s'est passé récemment pour que le ministre fasse du forcing, des contrats sur 24 mois, des contrats sur 2 ans, signés, validé au ministère des Finances avec des anneaux délivrés dans certaines conditions? La mine, ça va être le gros dossier de la fin de saison. Évidemment, hein, le ministre Apouchou, hein, voilà, il faut qu'il essaie de se réveiller un petit peu. Merci à vous tous, hein, voilà, il pleut en ce moment à Conakry, donc soyez prudents si vous êtes en voiture, essayez de vous protéger, hein, c'est très important, voilà. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé l'émission ici à la radio, à la régie, la reine était là, Mafata Sano, merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, merci à vous tous, mesdames et messieurs, à suivre à 15h, les informer avec Kerno Madjouba, entre autres, avec son équipe. Et bien sinon, nous, on se retrouve demain avec le même plaisir. Sinon, ça serait ce soir à 19h avec le Before dans Slash. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Sur Espace TV, depuis des années, le journal rappé conscientise et rappe l'actualité.